Pendant 10 ans, Hajime Isayama a donné de la confiture à des porcs. Voilà dans quel état d'esprit je suis parti me coucher dimanche soir après avoir vu le dernier épisode de l'Attaque des Titans et avoir fait l'immense erreur de regarder l'avis des gens sur Twitter. Ce n'est qu'après que mes voisins m'aient entendu insulter la terre entière sur plusieurs générations que j'ai finalement réussi à trouver le sommeil vers à peu près 6 h du matin. Cependant, les jours d'après, je ne décolérais pas. Je ne comprenais pas comment des gens qui avaient apprécié SNK par le passé avaient pu trouver que la fin était ratée, qu'elle gâchait l'œuvre entière. Alors, comprenons-nous bien, on a le droit de ne pas aimer SNK. Je peux même tout à fait comprendre que certains préfèrent les premières saisons, avec le côté dernier bastion de l'humanité qui se bat pour sauver le monde contre des créatures monstrueuses, tout le souffle épique, etc. Je comprends parfaitement que le changement d'ambiance, lorsque l'on découvre que l'ennemi de l'humanité, c'est l'humanité elle-même, avec la tournure beaucoup plus psychologique que pour l'histoire, n'est pas plu à tout le monde. Certains ont pu trouver que l'histoire devenait trop sombre, trop complexe, j'ai aucun problème là-dessus. Ce que je ne parvenais pas à comprendre, c'est comment des gens qui avaient aimé SNK pouvaient se mettre d'un seul coup à cracher sur l'œuvre et son auteur. Les personnages sont out of the character, Isayama a perdu le contrôle de son histoire et ne répond même plus aux questions qu'il a lui-même posées. À ce moment-là, j'ai eu un genre de PTSD de la fin du manga, me rappelant que cet incroyable Isayama, qui m'avait à ce point influencé ma manière d'écrire et qui m'avait donné envie de devenir moi-même auteur, s'était senti obligé de présenter ses excuses à ses fans en colère qui n'avaient tout simplement pas compris ce qu'il avait voulu raconter. En général, quand je dis que je n'aime pas une œuvre et que mon rétorque « Nini, t'as pas compris », ça a tendance à me tendre. Et là, tu sens l'accent qui ressort. J'ai donc laissé un petit peu ma misanthropie redescendre et j'ai cherché à analyser les choses avec un peu plus de recul. La vidéo du chef otaku que vous connaissez sûrement m'a d'ailleurs aidé à comprendre un peu mieux la situation. En général, j'apprécie fortement la pertinence de ses analyses et la qualité de ses vidéos. Et ici, il avouait un peu gêné qu'il n'avait pas vraiment compris tous les choix de l'auteur. Je me suis alors dit que si autant de gens n'avaient pas compris la fin de Shingeki no Kyojin, et même des gens dont j'apprécie autant le travail, il était peut-être temps pour moi, qui suis convaincu d'avoir compris le message de l'auteur et toute la maestria de son œuvre, d'apporter ma pierre à l'édifice. Dans cette vidéo, je vais tenter de tout vous expliquer sur la fin de SNK, sur les différents axes de réflexion qu'il faut prendre pour saisir le message de l'histoire, jusqu'au développement des personnages qui semblent avoir tant divisé la communauté. Asseyez-vous bien confortablement, faites-vous couler votre meilleur café et tentons de sauver ensemble votre vision de la fin de SNK afin que vous puissiez, je l'espère, l'apprécier autant que moi. Avant d'analyser ensemble la réflexion autour des messages d'Isayama dans son œuvre, je vous propose de commencer par le cas de Eren. Vous le savez sûrement déjà, mais l'un des principaux reproches qui sont faits à cette fin de SNK, c'est la fameuse scène des adieux entre Eren et Armin, que beaucoup ont vu comme une sorte de volte-face illogique au vu des actions qu'il avait entreprises jusque-là. Eren ne serait finalement pas le maître de ses décisions, il aurait pété un plomb à cause de ses pouvoirs et aurait eu un éclair de lucidité au dernier moment. Cette scène est évidemment bien plus complexe que cela, mais avant d'aller plus loin, il y a un point qui est essentiel à comprendre, c'est qu'il n'y a pas un, mais bien deux Eren Yeager. Le pouvoir du titan assaillant est de transmettre ses souvenirs à ses prédécesseurs. Eren, étant le dernier détenteur connu de l'assaillant, c'est lui qui a pu influencer chacun de ses prédécesseurs jusqu'à, par exemple, Grayson Padre. Mais quand il a obtenu ses souvenirs du futur, ce sont les souvenirs de lui-même, peu de temps avant sa mort qu'il a obtenu, et c'est essentiel. Quand Eren dit qu'il est esclave de sa liberté, c'est parce que c'est son lui du futur, grâce à ses pouvoirs, qui a pu choisir son destin. Eren, celui que nous connaissons nous, que nous avons suivi pendant toute cette histoire, n'a fait que subir ce destin. Qui connaît son futur mais n'a aucunement la capacité de le changer. On peut le voir à plusieurs reprises qui tente parfois de donner des chances aux uns et aux autres de s'en sortir pour éviter de faire appel au grand terrassement. Mais à chaque fois, tout ce qui peut tenter finit par échouer, il en revient inexorablement à sa case de départ. Eren ne peut qu'avancer sur la voie qui s'est lui-même tracée. Je vais vous raconter très succinctement ma vie, mais il y a 10 ans, j'ai eu un gros accident et depuis j'ai une mémoire un petit peu à trous. J'ai perdu beaucoup de souvenirs de mon enfance et de mon adolescence, et le peu qui me reste est très flou. C'est assez difficile à expliquer, mais je pense qu'en fait les souvenirs d'Eren fonctionnent un peu comme ça, et c'est pour ça que j'essaye. C'est un peu comme si vous vouliez, j'ai des informations en tête, je sais, et j'en suis sûr que j'ai vécu tel ou tel événement, mais je n'arrive pas à m'en rappeler, comme si c'est quelqu'un d'autre qui les avait vécu à ma place. Je pense que le pouvoir d'Eren fonctionne de cette même manière, c'est-à-dire qu'il a ses souvenirs à lui qui lui sont propres, qui sont concrets, qui vont se mélanger avec les souvenirs de ses prédécesseurs qui, en dehors de son pouvoir, n'avaient rien à voir avec lui,
et de son lui du futur qui a décidé finalement de tout ce tissage contre lequel il ne peut plus rien faire. C'est dans ce sens-là qu'en réalité il est prisonnier de son pouvoir. La fin de SNK me fait énormément penser à celle de Code 10. Le héros choisit de devenir un tyran aux yeux du monde entier et de se faire abattre par ses amis afin d'en faire des héros de la libération et d'instaurer une paix mondiale. Mais comme à son habitude, Isayama est allé plus loin. Et ce n'est pas pour critiquer Code 10, puisque c'est un anime qui est bien plus ancien et je suis convaincu qu'il s'en est inspiré. Mais comme il a toujours fait, il a poussé les curseurs de la psychologie à leur maximum pour rendre ses personnages humains. Et c'est grâce à ça que cette œuvre a autant marqué et nous a tous autant émus. Et je pense que jusqu'au bout, il n'a pas voulu déshumaniser Eren. Maintenant, essayons de nous mettre à la place de Eren, et vous verrez que sa réaction, son craquage, si lamentable soit-il, n'est pas si irréaliste que ça. Vous avez une vingtaine d'années, vous avez été victime puis acteur de la guerre toute votre vie, et vous savez que vous allez mourir dans quelques secondes. Comprenons bien une chose, le choix qu'a fait Eren avec le grand terrassement est bien sûr terrible, mais de son point de vue à lui, c'était la seule solution. Il est convaincu que rien d'autre ne pouvait fonctionner pour protéger ses amis. Dans son esprit, Eren est un martyr qui a pris la responsabilité de faire des dingueries malgré les remords qui le dévorent dans le seul but de pouvoir sauver et offrir quelques moments de paix à ses amis. Et après avoir choisi tout ça, alors qu'il est aux portes de la mort, il a enfin la possibilité de révéler ses vraies intentions à ses proches afin de ne pas passer pour un monstre jusqu'à la fin. Alors, une fois qu'il est face à son crush de toujours, Mikasa, monsieur l'ajout grand seigneur, il faut que tu m'oublies, je veux que tu fasses ta vie sans moi, que tu sois heureuse, etc. C'est, je pense, quelque chose qui était nécessaire, car il savait qu'elle ne pourrait pas être heureuse s'il ne se libérait pas de l'emprise qu'il avait sur elle. Mais une fois qu'il se retrouve face à Armin, son meilleur ami de toujours, là son discours n'est plus le même parce qu'il s'autorise enfin à craquer. Je ne veux pas mourir, puceau, au passage. Je ne veux pas que mes proches m'oublient, je veux vivre avec vous, et je ne veux pas voir la Mikasa dans les bras d'un autre. Évidemment que c'est puéril, égocentrique et lamentable, Armin lui-même le dit. Mais je pense que c'est exactement comme ça que chacun d'entre nous aurions réagi à sa place si on savait que quelques secondes après, on s'apprêtait à mourir, alors qu'on n'en avait aucune envie dès le départ. Car oui, Eren est déterminé, et quoi qu'il arrive, il serait allé au bout de son grand terrassement. Mais comme nous l'avons démontré, il est convaincu de se sacrifier pour la cause qu'il considère être la plus juste. Il est obligé d'aller au bout car cette cause le dépasse, mais ça ne veut en aucun cas dire que c'est ce dont il avait envie. Eren est humain, il n'avait pas envie de faire tous ces massacres, il n'avait pas envie de mourir aussi jeune. On peut d'ailleurs faire un parallèle avec la mort de Hansi, qui choisit de se sacrifier pour permettre à la nouvelle génération de continuer le combat. Là où dans la plupart des séries, ce genre de scène aurait été iconisé à mort, ne montrant que du courage à un personnage badass qui se sacrifie en héros, comme ce fut d'ailleurs un peu le cas pour le Major Erwin. Ici, on peut voir qu'Isayama choisit de nous montrer au dernier moment les petites faiblesses psychologiques d'Hansi. Elle s'avance vers une mort certaine et ne pense qu'à une seule chose, laisser la plus belle image d'elle-même au petit jeune pour qu'il garde une idée cool de sa mort. Et ces petits instants de vanité que Isayama nous montre ici, c'est précisément ce qui rend Hansi humaine et peut-être plus attachante que ses prédécesseurs. Et d'ailleurs, on peut se dire que s'il choisit de nous montrer ça maintenant, c'est peut-être parce que les personnages, et le lecteur au passage, ont pris suffisamment de maturité pour prendre conscience de la complexité de ce genre de situation, alors qu'à l'époque du Major Erwin, il le suivait aveuglément et n'avait que l'admiration pour lui. Avec le grand terrassement, Eren a éradiqué environ 80% de la population mondiale, c'est-à-dire environ 5 milliards de personnes si on le fait à l'échelle de notre monde. Pour le meilleur ou pour le pire, cela a permis à ses amis de pouvoir connaître un semblant de paix et pouvoir mener une vie à peu près normale. Mais dans l'épilogue, lorsque l'on dézoome à l'échelle du monde, on se rend compte que toutes ces actions-là n'ont servi à rien. Eren a été incapable de briser la mécanique. Et on comprend d'ailleurs que Ymir n'était probablement pas la première détentrice du titan originel. C'était la première de son cycle, mais il y a peut-être eu une infinité de siècles avant elle et il y en aura probablement après elle. Mais alors, si toutes ces actions n'ont servi à rien, quel était le message de l'auteur à travers cette histoire? Eh bien, je pense que, comme quasiment toujours dans SNK,
la vérité va venir de la bouche d'Armin, lors de sa dernière discussion avec Sig. Sig, qui après avoir passé une infinité de temps dans le monde d'Ymir, a pris conscience que son plan d'éradication douce était probablement le plus pragmatique, mais que ce n'était pas une solution viable à proposer à Eren. La vie est égale à la prolifération. En privant les Eldiens de leur capacité à se reproduire, il les condamne à une mort certaine et à une vie vaniteuse. Et alors que Sig semble avoir complètement sombré, c'est à ce moment-là que Armin va avoir son illumination et faire prendre conscience à Sig de ce qui est réellement important. Alors permettez-moi de vous faire un petit peu de lecture. Mais ce jour-là, le vent était doux. C'était si agréable de le sentir caresser nos joues, des feuilles mortes papillonnaient tout autour de nous, et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que, si ça se trouve, j'étais né pour cet instant, pour être là, à faire la course avec eux. Les jours de pluie où je restais à la maison pour bouquiner, la fois où cet écureuil a grignoté dans ma main, ou la fois où on a visité le marché tous ensemble, je me disais la même chose. Sig réalise à son tour et déclare sobrement « Ça ne revêt aucun sens particulier, et pourtant c'est vrai. J'aurais adoré continuer à jouer à la balle sans jamais m'arrêter. » Ce sont donc ces petits moments de vie qui sont si précieux et qui permettent de conjurer le cycle de la mort que nous dépeint SNK depuis le début. Mais c'est aussi la raison pour laquelle il faut travailler au quotidien pour créer un monde le plus en paix possible et le préserver. Mais alors, si la morale de cette histoire est si difficile à saisir et demande autant d'interprétation, peut-on dire que c'est une bonne fin ? N'est-elle pas trop floue ou mal travaillée ? Eh bien, pour ma part, je pense que c'est une volonté de l'auteur de laisser autant de place à l'interprétation. Prenons l'exemple du jeu vidéo Elden Ring. Aujourd'hui, je pense qu'il est reconnu par à peu près tout le monde comme étant un excellent jeu ayant révolutionné les mondes ouverts et permis une liberté aux joueurs comme ils ne l'avaient que très rarement connu. Pourtant, quand il est sorti, bon nombre de joueurs ont été perdus face à ce jeu qui ne donnait aucune réponse et qui vous obligeait à chercher pour trouver finalement l'intérêt du jeu dans son exploration. Eh bien, je pense que dans l'industrie du divertissement, on a été tellement habitué à ce qu'on nous donne tout le temps les réponses sans avoir besoin de réfléchir que cela en a désemparé énormément, mais cela ne fait pas pour autant de cette fin une mauvaise fin. Ici, Isayama nous a invités à réfléchir. Il ne voulait pas nous donner de réponses toutes crues, il voulait surtout nous donner des problématiques, des pistes de réflexion et qu'on se fasse notre propre réponse. Et n'est-ce pas là, finalement, le cœur de la volonté d'Eren et donc d'Isayama depuis le début de l'attaque des Titans ? Se faire son propre avis et explorer ses propres pistes, avancer sur la voie que l'on a nous-mêmes choisie. Et de ce fait, une fois que je vous ai expliqué tout ça, je ne peux plus vous reprocher de ne pas avoir aimé cette fin, et je vous laisserai également libre d'avoir aimé ou détesté cette vidéo.